Le contrôle coercitif est une notion qui permet d'expliquer les violences conjugales par le contrôle et la coercition, et donc de décaler le regard du comportement de la victime au comportement de l'auteur. La notion de contrôle coercitif est apparue dans la littérature féministe des années 70 et a été théorisée dans les années 2000 par le sociologue Evan Stark, qui qualifie les violences conjugales de crimes de liberté. 4 éléments sont constitutifs du contrôle coercitif: la surveillance, l'intimidation, le contrôle, l'humiliation. Certains experts vont même jusqu'à parler de terrorisme intime ou domestique. Pour imager la notion, ce sont finalement les petites choses du quotidien qui, prises isolément, peuvent paraître anodines, mais qui, mises bout à bout, permettent d'expliquer le système de domination dans lequel l'auteur place sa victime. La Cour européenne des droits de l'homme a travaillé cette notion et a affirmé l'importance d'intégrer dans la définition juridique des violences conjugales, je cite, les manifestations du comportement de contrôle et de coercition. La France, qui a été l'un des premiers pays à légiférer sur la notion de violence psychologique dans le cadre conjugal dès 2010, s'est engagée dans cette voie en créant un groupe d'experts national et en commandant un rapport parlementaire sur le sujet dès 2023. La justice s'est également emparée du sujet puisque la notion de contrôle coercitif, alors absente du code pénal, a été utilisée par une juridiction pour la première fois en France en 2024 dans le cadre de 4 arrêts rendus par la Cour d'appel de Poitiers. Plus récemment, une proposition de loi transpartisane relative à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles a introduit la notion de prise en compte des attitudes coercitives dans le délit de harcèlement sur conjoint. Elle a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat au premier semestre 2025. La France s'engage donc bel et bien vers la consécration juridique de la notion de contrôle coercitif. Je suis Pierre-Guillaume Prigent, je suis docteur en sociologie à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Evan Stark, quand il définit le contrôle coercitif, il dit que c'est une conduite de l'auteur, de l'agresseur, qui va utiliser différentes tactiques pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur la victime. Il va la couper de ses relations, la couper de ses amis, la couper du lieu dans lequel elle a habité pendant longtemps, dans lequel elle a fait sa vie. Il peut y avoir aussi un isolement en lien avec le travail, où monsieur va dire à madame « Oh, j'aimerais que tu restes à la maison, t'occuper de moi et des enfants ». Donc ça va contribuer aussi éventuellement à l'isoler des ressources économiques. Pour mettre en place un contrôle, c'est basé sur des règles explicites ou des règles implicites qui sont basées aussi sur les normes de genre, sur ce qu'on attend des hommes et des femmes. C'est elle qui doit faire à manger de telle ou telle manière, c'est elle qui doit s'habiller de telle ou telle manière, et donc au fil du temps, il va imposer des règles de plus en plus strictes souvent, où madame va être enserrée dans cette situation-là, enfermée dans un cadre duquel elle ne doit pas sortir. Et justement, si elle sort du cadre, c'est là que la violence, entre guillemets, apparaît. Et parmi ces actes de violence, justement, il peut y avoir de la violence physique, mais aussi de la violence psychologique. Quand madame ne met pas le vêtement que monsieur voudrait qu'elle mette, il peut la dévaloriser. Il peut lui faire des injonctions contradictoires, lui demander une chose et son contraire, ce qui fait qu'elle ne saura plus quoi faire. Et il peut aussi la surresponsabiliser, la rendre responsable de la situation que monsieur a contribué à créer. Au-delà de la violence, il peut y avoir aussi de l'intimidation. L'intimidation, c'est aussi créer un climat dans lequel la victime ne sait plus trop quoi faire. Et donc elle a peur, il y a une peur qui s'installe, qui s'instaure au fil du temps, et donc elle va hésiter, qu'est-ce qu'il faut faire pour, entre guillemets, plaire à monsieur, ou alors ne pas le mettre en colère. Et donc ce climat d'intimidation, c'est justement quelque chose qui va la contraindre, c'est de la coercition. Donc le contrôle coercitif, c'est pour dire, il y a d'abord du contrôle, monsieur met madame dans un cadre, et si elle en sort, il va exercer de la violence contre elle. Tout le travail que font les associations d'aide aux victimes, les associations féministes, en particulier auprès des femmes, ce travail justement de conscientisation. Alors conscientisation, c'est pas qu'elle savait rien et qu'elle découvre tout d'un coup, c'est qu'en fait c'est un processus de comprendre ce qui est arrivé. Et moi, en faisant ce travail-là avec certaines femmes, et j'en parle aussi avec beaucoup d'intervenantes, on voit que parfois elles nous disent il y a un avant et un après. Quand on les aide à mettre des mots, à comprendre la mécanique, elles nous disent là j'ai compris. Et en fait après elles sont aussi mieux armées au niveau des procédures. C'est-à-dire que quand elles arrivent face à un monsieur qui souvent, s'il y a des enfants, va demander la garde des enfants. Et elles se disent, mais je vais devoir faire face à ça, il va m'enlever mes enfants. Et bien là, en fait, si jamais on lui explique que le contrôle coercitif, après la séparation continue, qu'il y a une dimension de contrôle qui a existé du début jusqu'à la fin, elle va se dire, dans le cas des procédures, comment il fait pour continuer ça et comment moi je peux m'armer, quels arguments je peux avoir pour essayer de me défendre par rapport à ça. Il peut y avoir des troubles de la personnalité ou des pathologies psychiatriques chez certains hommes violents, mais dans la majorité des cas, il n'y en a pas. Et ce qui permet la violence, c'est justement tout un système social qui est fondé sur les inégalités entre les hommes et les femmes et qui peut parfois légitimer la violence. On voit dans les tribunaux de la famille des arguments repris par des juges ou des experts qui disent « oui, mais madame, elle empêche de voir les enfants, alors qu'en fait, elle cherche juste à protéger les enfants de monsieur ». Donc, attention
un usage de la notion qui la réduirait à des situations extrêmes de violence, à des situations avec de la pathologie. Oui, la loi me permet de comprendre un peu ce que c'est, mais les procédures judiciaires sont toujours aussi longues. On me croit peu sur les éléments qui sont relatifs aux violences psychologiques qui sortent de la violence physique. Et je pense que le défi en France, c'est d'une part de penser que l'incrimination serait une solution, alors que je pense qu'il y a un enjeu à l'insérer dans les pratiques autour de revenir au récit des victimes, donner une importance au récit des victimes, donner des outils d'analyse pour les comprendre et surtout ne pas tomber dans le piège de penser que le contrôle coercitif c'est forcément une intensité très importante. Je suis Alice Cotenceau, directrice de France Victimes 38 Avenir. La notion de contrôle coercitif, elle commence peu à peu à émerger dans le domaine judiciaire. Il y a notamment des arrêts de la Cour d'appel de Poitiers qui ont été rendus en janvier 2024 et qui sont fondamentaux et surtout qui créent une petite révolution dans le domaine judiciaire, puisque la Cour d'appel, au travers de 5 affaires, vient motiver sa décision, vient illustrer sa décision avec cette notion de contrôle coercitif, ce qui est tout à fait inédit en fait dans les décisions en tout cas judiciaires rendues jusqu'à présent. Donc l'innovation dans la gestion de ce dossier par la Cour d'appel, c'est d'une part la composition. Donc vraiment avec un aspect complet puisqu'on a la famille, la séparation, le divorce, l'assistance éducative et le pénal, donc qui sont représentés sur une même composition de la Cour. Et l'innovation, donc, c'est que la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers a décidé de vraiment illustrer son propos en diffusant des messages pour vraiment illustrer l'ambivalence de la relation dans le cadre du contrôle coercitif. Elle a diffusé des SMS où il était indiqué à la fois « je t'aime, je vais te tuer »,« je t'aime, je vais te casser les dents ». Voilà, donc vraiment c'était pour montrer à l'ensemble de la composition et au public présent ce qui illustre le contrôle coercitif. Et elle a aussi choisi de diffuser les éléments que l'une des victimes avait enregistrés sur son compte Mémo de Vie. Mémo de Vie, je le rappelle, c'est un site internet qui a été créé par la Fédération France Victimes et qui consiste pour une victime à pouvoir enregistrer des certificats médicaux, des photos, des témoignages ou encore remplir un calendrier, une sorte d'agenda dans lequel elle peut indiquer quelle est son humeur du jour et surtout ce qui s'est passé ce jour-là. Et ainsi, quand la personne est prête à aller déposer plainte et à dévoiler les violences, elle peut présenter tout ce qui est affiché dans son compte Mémo de Vie pour étayer l'enquête et aider à la manifestation de la vérité. Et dans la motivation de la Cour, en fait, c'est vraiment défini comme une série d'actes qui, pris isolément, n'est pas constitutif particulièrement d'un comportement dramatique, mais qui vraiment, tout à la suite, permettent de dire que là, on est dans le contrôle coercitif, c'est une violence et donc on peut condamner cette personne. L'idée, c'est vraiment de partir de l'infraction pénale et à travers les actes commis par les personnes, d'illustrer vraiment ce qu'est le contrôle coercitif. Le côté révolutionnaire de cette prise en compte judiciaire du contrôle coercitif, là, c'est le fait de demander à l'auteur « mais qu'avez-vous fait ?» pour que la victime en soit à un stade d'emprise, finalement. Il y a vraiment renverser la responsabilité, faire basculer le débat vers l'auteur pour comprendre qu'a fait l'auteur pour que la victime se retrouve dans une situation de vulnérabilité. L'autre révolution, c'est vraiment le fait qu'une juridiction s'empare de cette notion de contrôle coercitif qui, je le rappelle, existe depuis une vingtaine d'années. Certes, il se passe 24 ans, mais au moins là, en 2024, on y est. Donc c'est vraiment très important de prendre en compte ces comportements d'auteur pour avoir des condamnations qui ont du sens pour les victimes, pour qu'après, il y ait un travail de reconstruction qui puisse se faire après avoir été entendu par la justice. Viola Emma, je suis juriste à l'Amicale Juni, Isère et Rhône. On peut faire le lien entre le contrôle coercitif et la traite des êtres humains, notamment sur la définition de la traite des êtres humains qui montre une stratégie visant à exploiter sexuellement les personnes, notamment par les actes et les moyens. Mais aussi on peut faire le lien avec le système prostitutionnel lié à la loi du 13 avril 2016 qui montre le rapport de domination et de pouvoir, notamment plutôt sexiste, raciste et économique, entre les acteurs de ce système. Le contrôle coercitif, c'est en fait les stratégies de l'auteur qui sont utilisées et c'est des moyens répétés, divers et cumulés pour contraindre une personne. Donc on peut faire ce lien en lien avec la mise à la prostitution et pour tirer profit de cette situation.
Pour identifier le contrôle coercitif exercé, en fait, c'est très important de regarder les dynamiques relationnelles. Souvent, les personnes, en fait, elles vont se sentir coupables de la situation, responsables. Et à côté, l'agresseur, il a quand même une forte légitimité. Donc, c'est difficile de remettre ça en question et donc d'aller chercher les dynamiques relationnelles, de regarder s'il y a une dépendance, par exemple, qui peut être psychologique, qui peut être matérielle, qui peut être sociale. C'est permettre d'identifier ce contrôle. Pour identifier ce contrôle, il est important en tant que professionnel aussi de venir questionner la personne dans sa situation. Ce mot « aide », c'est quoi en fait? C'est pour la personne, c'est est-ce que c'est une personne qui réellement est une ressource pour moi et est-ce que je l'identifie comme telle, ou est-ce que la personne aidante, et ben en fait, finalement, oui, elle me donne une place d'hébergement, mais elle me demande 500 € par semaine pour cette place d'hébergement, pour une chambre où je dors par terre. On peut par exemple aussi questionner les démarches administratives. Est-ce que elle m'a aidée pour mes papiers, elle m'a dit de dire ça à l'assistante sociale, mais en fait, au final, c'est pas du tout ma vraie histoire. On peut aussi questionner pourquoi elle fait ces démarches, sa connaissance des droits, et ça va permettre de voir si elle est autonome. Et si elle ne l'est pas, ça veut dire que potentiellement, à l'extérieur, on lui demande de faire ces démarches pour un but, donc souvent l'exploitation sexuelle. D'une autre manière, on peut regarder les dynamiques sociales dans lesquelles elle s'inscrit. Donc, par exemple, on peut demander si elle arrive à exprimer une opinion, si elle arrive à exprimer des choix, pour savoir comment elle se positionne par rapport à une personne, s'il n'y a pas une relation de dépendance, comment elle s'estime elle-même pour faire ces choix-là. Tous ces actes un peu invisibles et pris indépendamment, en fait, c'est pas grand-chose, mais quand c'est répété et cumulé, vraiment, ça a des conséquences. Donc, en fait, c'est de venir reparler de sa situation avec la personne pour qu'elle puisse aussi se réapproprier son vécu, pour qu'elle puisse évoluer vers une autonomie. On détricote en fait tout ce qui a été bien construit au début pour à chaque fois dire en fait là je suis dans cette situation-là et je vais prendre tel ou tel moyen pour en sortir. Toutes ces choses-là, ça permet en fait à la fin de dire ok, donc cette personne elle est sûrement victime de traite, donc là je l'identifie comme aussi une personne vulnérable, donc qui a besoin aussi peut-être d'aller vers des professionnels qui vont être spécialisés et pouvoir peut-être voir pour un dépôt de plainte, pour d'autres droits qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas lever parce qu'en fait, elle est dans un système de désinformation, elle est dans un système qui ne lui permet pas de voir ce qui se passe. Et donc d'aller orienter vers ces droits-là, c'est après aussi lui permettre de déconstruire l'histoire qu'on lui a donnée et d'aller aussi vers une autonomie et de sortir de cette situation. J'ai 38 ans, j'ai été victime de violences conjugales pendant 15 ans. Moi, j'ai vécu 15 ans en me rendant pas compte que j'étais sous contrôle. Il était là tout le temps, chez le médecin, chez mes proches, partout. Enfin, j'étais plus jamais seule. Tout ce que je pouvais pas faire, je voyais mes amis qui m'envoyaient des messages en me disant « mais viens, on va passer un moment ici ». J'avais même pas 5 € pour aller boire un verre ou prendre un thé avec des copines en ville. Donc du coup, pendant 15 ans, si je voyais les gens, c'est parce qu'ils venaient chez moi. Moi, je pouvais pas me déplacer chez eux, c'était pas possible. Moi, je voyais pas ça comme du contrôle, puisque ils me disaient pas attention, tu vas pas avoir un tel, ou tu fais pas ci, ou tu fais pas ça. C'était quelque chose qui m'enfermait dans quelque chose dont j'arrivais plus du tout à sortir, en fait, et dont j'avais honte. Et au plus j'avais honte, au moins j'en parlais à l'extérieur. C'était une dissonance permanente, en fait. Donc on perd les autres, mais on se perd soi-même. Et ça, c'est le plus difficile. Moi, j'en ai perdu ma relation avec ma fille pendant quelques temps, parce que il y a eu aussi des violences verbales qui m'ont mené à un avortement. Et en permanence, la culpabilité, elle est jamais sur l'autre. Et en fait, c'est un neuropsychiatre qui m'a pris en charge. Et donc, je lui ai expliqué que je me sentais comme dans une énorme cage de verre qui avait grossi au fur et à mesure des années, que je me sentais enchaînée au sol par certains événements qui s'étaient passés. Au plus j'essayais de m'en sortir, au plus les cordelettes partaient et j'avais de moins en moins de prise sur cette paroi de verre complètement lisse. Et cette paroi, elle s'épaississait, et au fur et à mesure, mes cris, en fait, on les entendait plus. Parce que c'était devenu inaudible. Et c'est au fur et à mesure, en fait, de rencontrer des professionnels qui sont formés au psychotrauma, qui sont formés à la violence conjugale, qui sont formés à la violence intrafamiliale aussi, qui, petit à petit,
coup mettre des petits mousquetons et on va éviter de tomber encore plus bas que ce qu'on est. On va devenir réceptif à ce qu'on nous explique, à ce qu'on nous dit. Là, en fait, moi, c'est comme si on me mettait le masque à oxygène sur la bouche et que j'allais enfin pouvoir respirer parce que on m'entend. J'ai 50 ans et j'ai été victime de violences conjugales pendant 12 ans. Quand j'ai rédigé tout ce qui m'était revenu en tête après mon dépôt de plainte et en prévision de l'audience pénale, ça constitue 65 pages de notes dactylographiées, donc c'est dire à quel point c'est foison. Je trouve que l'exemple le plus flagrant, c'est quand j'ai dit à mon avocate que j'avais pu récupérer une lettre que monsieur avait écrite à un grand coiffeur parisien, un grand coloriste. Et en fait, il avait dit à ce coiffeur, voilà, j'ai toujours aimé telle actrice dans tel film, ça m'avait beaucoup émue. Et ma compagne me fait penser à cette actrice dans ce film. J'aimerais pouvoir la photographier avec cette couleur de cheveux particulière. Et en fait, ce coiffeur, il s'avère que quand il m'a reçue, il m'a dit mais c'est formidable, aucun homme ne fait ça. En gros, pour lui, c'était une preuve d'amour. Mais moi, intérieurement, je me disais, mais j'en veux pas de cette couleur. Vu de l'extérieur, c'est interprété d'une façon diamétralement opposée à ce que c'est vraiment. Parmi les exemples de contrôle coercitif que je peux vous donner, il se trouve qu'on a détecté chez moi une apnée du sommeil. À chaque fois que l'infirmier il venait à la maison pour régler la machine, quand il repartait, à chaque fois, j'avais droit à une scène sur le fait que cet infirmier, il était balourd, alors qu'il était irréprochable. Au bout d'un moment, j'en avais tellement assez que j'ai rendu la machine. C'est-à-dire que j'ai privilégié la paix que je gagnais en rendant la machine, à ma santé. Ce qui vous fait le plus peur pendant cette période de dictature, de menace, c'est le pouvoir de monsieur sur les enfants. Et si vous partez, ou si vous vous suicidez, puisque vous l'avez envisagé comme une porte de sortie, que va-t-il advenir des enfants ? Et c'est comme mes mots de vie. J'osais même pas m'en servir, parce que je me disais, mais imaginons qu'un jour il le découvre, que je fais une traçabilité des maltraitances. Même ça, c'est pour vous dire le degré de terreur. Et en fait, la question à laquelle j'ai le plus répondu, c'est pourquoi t'as rien dit ? Mais comment on fait pour parler quand on est littéralement terrorisé ? Et moi, quand je parle de terreur, c'est sortir de son travail, monter dans sa voiture, et sur le chemin, en approchant de la maison, s'arrêter sur le bord de la route, parce qu'on a la diarrhée, parce qu'on a peur de rentrer chez soi. Vous vous levez le matin et vous dites « Comment je fais pour ne pas l'énerver ?» Mais ça vous prend toute votre énergie. Qu'est-ce qui vous reste après ? Il y a une voie possible, c'est le dépôt de plainte. C'est de faire appel à la justice. Mais en fait, il vous a tellement conditionné, il vous a tellement terrorisé, vous avez tellement honte, vous avez tellement peur, qu'en fait, vous le concevez même pas. Et moi, j'ai eu cette chance, et j'ai l'impression que ça participe de cette nouvelle formation des magistrats sur les violences intrafamiliales, c'est qu'elle a attendu d'avoir accès à la décision pénale, et en l'occurrence, elle a pris la mesure qui est la plus rassurante, c'est qu'en fait, j'ai l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Ça devrait être systématique, ça ne l'est pas.